Salut, moi c'est Jérôme Vermelin et vous écoutez Les gens qui lisent sont plus heureux. Et si, à l'heure où les réseaux sociaux vampirisent nos cerveaux, prendre le temps d'ouvrir un livre était devenu un acte de résistance? Ce podcast, c'est celui des passionnés de lecture, sous toutes ses formes, sans préjugés. Dans cet épisode, mon invité est l'écrivain français Bernard Werber. Je crois que les gens qui lisent sont plus heureux, tout simplement parce qu'ils ne sont pas coincés dans l'espace-temps de la matière. Vous ouvrez un livre, il y a le processus d'évasion de l'esprit qui se met en marche. Vous commencez à voir les personnages, vous commencez à voir les décors, vous êtes ailleurs. Le fait de ne pas être coincé nous oblige forcément à trouver d'autres repères et nous oblige forcément à être mieux dans notre peau. Depuis le succès mondial de ses fourmis, Bernard Werber occupe une place à part dans le paysage littéraire français. Entre science-fiction, spiritualité et polar, son œuvre interroge sans cesse les progrès et les dérives de notre civilisation. Dans Troisième Humanité, paru en 2012, il décrivait la propagation d'un virus mortel pas si différent de celui qui paralyse actuellement la planète. Confiné chez lui à Paris, Bernard Werber a accepté d'être le parrain d'un concours d'écriture destiné aux 15-20 ans, organisé par l'UNICEF et le livre de poche. Son thème, Objectif Terre, un futur à sauver. Alors qu'il planche activement sur l'écriture d'un nouveau roman, Bernard a accepté de me consacrer quelques minutes pour parler du monde d'aujourd'hui et de demain. Bonjour Bernard Werber, ça va bien ? Bonjour, oui, très bien. En confinement, mais ça va. Je sens une pointe de lassitude dans votre voix en disant confinement, mais ça va, non ? J'ai visité mon appartement sous tous les angles. Je découvre une vie différente, mais j'aime bien cette sorte de dimanche prolongé. C'est pas que j'aime bien, ça m'oblige à réfléchir différemment, donc j'aime bien changer, sortir des routines. Voilà. Maintenant, c'est inconfortable, c'est certain, c'est inconfortable pour tout le monde. J'espère que ça va finir le plus tôt possible. Et je me demande exactement quelles vont être les conséquences. Je pense que le monde va changer quand même après. Ah bon, on va en parler, oui, ce serait une de mes nombreuses questions. On a tendance à dire que, pour ceux avec lesquels j'ai pu parler, les écrivains me disent que le confinement, c'est pas si difficile que ça à vivre parce que le quotidien d'un écrivain, c'est quand même souvent d'être confiné. Alors, est-ce que c'est un peu exagéré ? Est-ce que c'est comme ça que vous voyez les choses, vous ? Alors oui, en fait, c'est un métier très solitaire, écrivain, c'est un métier de moine, puisqu'on reste face à un écran blanc ou une feuille blanche pendant plusieurs heures. Maintenant, moi, il s'avère que mon grand plaisir a toujours été, dès que je me lève le matin, de partir au café, prendre mon café, lire le journal et enchaîner un temps d'écriture qui est toujours pareil, de 8h à midi et demi. Donc le fait de ne plus avoir cette routine me déstabilise beaucoup, mais j'ai remplacé ça par de 8h à midi et demi chez moi, ce qui est beaucoup moins, beaucoup moins agréable en tout cas, parce que mon grand plaisir c'est de regarder loin, de regarder les gens qui rentrent et qui sortent du café, de sentir un peu la vie à l'extérieur, et là rester en vase clos, évidemment, c'est moins confortable. Mais en tout cas, c'est évident que c'est plus facile pour nous, les écrivains, qui sommes avec notre imaginaire et d'un travail solitaire, que pour les gens qui travaillent en équipe et qui se retrouvent dans les systèmes de Zoom et de Skype, qui à la longue sont quand même assez pénibles. Est-ce qu'au bout de 42-43 jours de confinement, vous avez déjà plein de pitchs, de synopsis, de romans qui sont nés dans votre cerveau ? Alors là, j'ai terminé le 3e volume des Chats qui devrait sortir le 1er octobre 2020. Et donc, une fois que j'ai terminé ces corrections, j'ai entamé tout de suite le prochain livre que j'ai commencé dans la foulée. Et là, aujourd'hui, j'ai terminé la 150e page de plan détaillé de ce prochain livre. Donc, on peut dire quelque part, il existe. Et j'ai mis 3 semaines pour construire ce plan. Donc après, il va falloir que je l'étaye, il va falloir que je crée les scènes, mais il y a écrit tout le déroulé de toutes les actions, de tous les événements et de tout le principe de suspense. Donc oui, il y a un roman qui est né de ce confinement, mais ça ne parle surtout pas du confinement. Ah oui, pourquoi ? Parce que c'est trop tôt ? Parce que vous avez une autre idée avant ?
déjà parce qu'il va y avoir 15 000 romans sur le confinement, donc je vais pas en Ouais, c'est vrai. rajouter un de plus. Ensuite, parce que j'en avais déjà parlé en 2012, quand j'avais écrit Troisième Humanité, donc j'avais raconté comment un virus allait nous obliger à rester enfermés chez soi, et que c'était une sorte de moyen qu'avait trouvé la nature pour arriver à se reposer. Ouais. Donc, vu que j'avais déjà traité le sujet en 2012, je ne vais pas le recommencer. Et puis, parce que j'ai envie de parler du futur, de ce qui va se passer dans les dizaines d'années qui arrivent, ça me semble plus intéressant que de parler de ce qui va se passer dans le prochain mois. C'est le principe des auteurs de science-fiction, c'est de regarder un peu plus loin que les auteurs juste réalistes. Alors justement, avant de parler du futur, moi je me demande quand même, effectivement, comme d'autres romanciers, vous aviez anticipé des scénarios, un scénario proche de celui qu'on vit actuellement. Malgré tout, qu'est-ce qui vous surprend le plus dans cette pandémie qui a frappé la planète? Ah euh, Qu'est-ce qui me surprend le plus Que ça se passe au ralenti. Ouais. C'est-à-dire qu'on soit passé du monde normal à un monde anormal sans, comment dire, sans rien de spectaculaire. C'est comme si tout d'un coup on a dit aux gens, bon, ben maintenant votre vie va changer, elle va être comme ça, et tout le monde s'est mis comme ça, et puis voilà. Il y a d'habitude dans l'histoire de l'humanité, les changements sont plus brusques. Ouais. Que ce soit les déclarations de guerre ou que ce soit les épidémies de peste qu'ont affronté nos ancêtres. Peut-être que c'était par palier aussi, que c'est nous, en regardant en arrière, les profs d'histoire ont tout compressé. Mais Ouais. là, c'est vraiment au ralenti. Et je crois aussi que depuis le début, il y a une grande ignorance, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas l'adversaire. Alors, il y a beaucoup de discours, il y a beaucoup de communication dans le style vous en faites pas, on le connaît, mais plus, de tous les pays, hein, pas seulement la France. Et plus les gens disent ça y est, on a compris quel était l'adversaire, je pense qu'on ne le connaît pas. Donc, il y a une part de mystère, et je crois que tous les gens qui annoncent ce qui va se passer après sont des gens qui font de la science-fiction, mais qui n'en savent strictement rien. Alors justement, vous parliez de revanche de la nature ou de manière pour la nature de nous mettre en pause. Alors ça, c'est un des scénarios parce que c'est contesté par certains, hein, l'origine même animale du virus. Mais Ah oui, moi j'y crois pas. vous n'y croyez pas, vous? Ah bah alors dites-moi. Eh ben, je trouve quand même que c'est une sacrée coïncidence que le centre d'études des virus contagieux se trouve dans la ville de Wuhan et que ce soit un centre en plus dans lequel les Français disent nous avons l'impression que les Chinois ne respectent pas les règles de sécurité. Ouais, ouais. J'ai vu ça dans un documentaire sur Arte, donc a priori ça n'a pas l'air une théorie complotiste, et puis il y a quand même un centre P4 d'études des virus à l'endroit où il y a eu un problème de virus. Donc, Ouais. c'est la règle du rasoir d'Occam. Je fais au plus simple. Il y a un centre d'études des virus contagieux et de là-bas par un virus contagieux. J'en déduis que les Chinois ont fait une connerie. Et après, vu que ce n'est pas un système démocratique avec une presse libre, ils donnent leur version officielle. La version officielle, c'est le pangolin du marché. Ouais, ouais. Mais j'y crois pas. Mais ça, c'est juste en écoutant les informations. Donc, je n'ai pas de source privilégiée autre que mon intuition. Voilà. Mais qu'il y ait une telle coïncidence que ce centre soit précisément dans cette ville, ça me semble quand même énorme. Et malgré tout, alors cette idée de revanche de la nature et de l'environnement, et peut-être même des animaux, il faut quand même y réfléchir. C'est quand même quelque chose qu'on constate. Oui, je crois que là, on était quand même en train de détruire la planète et on a mis un petit coup de pause. Mais détruire la planète tout simplement par deux choses, c'est-à-dire l'augmentation de la consommation et l'augmentation de la croissance économique et la croissance démographique, qui sont deux choses qui ne sont pas remises en question par aucun système politique. Même les Verts ne disent pas qu'il faut demander aux gens de faire moins d'enfants pour ne pas épuiser la planète. Donc, vu que personne n'ose dire que nous sommes une espèce qui est en train de tout envahir et de consommer plus que la Terre ne peut produire, il y a cet accident qui nous oblige en tout cas à nous poser des questions. Si on s'arrête et on réfléchit,
Donc ça me semble salutaire, mais inconfortable. C'est dommage évidemment pour tous les gens qui en sont victimes, mais il y a un moment, l'humanité ne peut pas tout le temps être dans... On voyage de plus en plus en détruisant l'atmosphère, on consomme de plus en plus en mettant des poches plastiques dans l'océan, et on détruit toutes les forêts et toute la faune sauvage sans qu'il y ait une réaction, appelons la nature, appelons le Gaïa, appelons la planète, mais qu'il y ait une réaction, en tout cas pour empêcher que ça continue sans cesse, quoi. Normalement, nous avons résolu ces problèmes dans le passé en découvrant de nouveaux continents. Mais maintenant qu'on a découvert tous les continents, qu'on a exploité tous les continents, tant qu'on n'est pas capable de coloniser une autre planète en dehors de la Terre, on est juste en train de grandir et de détruire notre planète sans avenir possible viable pour nos enfants. Alors, si c'est pas vraiment une revanche, enfin, si ça vient pas d'un animal, que ça vient d'un laboratoire qui a fait une fausse manip, on pourra toujours dire qu'une raison de plus pour ne pas forcément tant changer que ça notre mode de vie, notre mode de consommation. Est-ce que vraiment, on va le voir avec le déconfinement hein, dans quelques jours, enfin le déconfinement progressif et la réouverture des écoles, est-ce que vraiment les gens ne vont pas avoir envie de repartir comme avant? Non, dans le court terme. Je pense que les gens vont, dès que le déconfinement sera fini, vont juste reprendre leur vie ancienne en l'appréciant un peu plus. Donc ça va juste être ça. Mais par contre, dans l'inconscient collectif, il y aura quelque chose qui est une réflexion sur l'écosystème. Qu'on le veuille ou non, nous sommes bientôt 8 milliards et ces 8 milliards d'individus, dont la moitié ont été confinés, enfin la moitié en tout cas des gens confinés, ont pu vivre dans leur quotidien quelque chose de nouveau qui les a obligés à se poser la question. Voilà. Oui. Donc on n'a pas les réponses, on n'a pas un changement moral, mais on a un début de bon questionnement. Et le bon questionnement, c'est comment se fait-il qu'un simple virus peut arriver à arrêter toute l'humanité? Et dans ce cas, est-ce que ça a un sens? Voilà. Vous savez, le principe des auteurs de science-fiction, c'est de poser des questions. Oui. Là, l'incident coronavirus, c'est encore un moment qui nous oblige à nous poser des questions. Après, le moment où arrivent les réponses, ça mettra beaucoup plus de temps parce que les réponses sont souvent politiques. Et avant que un pays ose avoir une politique qui consisterait à renoncer à la croissance économique et à la croissance démographique pour privilégier une sorte d'harmonie écologique, on en est quand même encore loin. Je crois que le seul pays qui fait ça, c'est le Bhoutan, dans lequel il y a inscrit dans le programme une sorte de charte de respect de la nature qui fait que le Bhoutan est le seul pays qui pollue moins, c'est-à-dire qui apporte plus d'air propre qu'il en produit, de l'air sale, qui produit l'air sale. C'est-à-dire que c'est un pays qui en fait est sain et qui nous montre qu'il est possible d'avoir une population et une nation qui ne pollue pas et qui au contraire fait du bien à l'atmosphère et à la planète. Voilà. Mais pour le reste, c'est vrai que on a un peu peur que toutes ces belles images qu'on a vues à la télévision de nos villes, de nos côtes complètement désertes, ça soit rapidement du passé, non? Oui, mais déjà à Paris, nos rues désertes et oui, c'est vrai. Et puis le nuage marron qui enveloppait la ville, c'est déjà une nouveauté. Je crois que vous savez, c'est un peu comme à l'école. Vous avez un devoir, vous avez une mauvaise note à l'école. Avant que ça change entièrement votre comportement, il faut que vous ayez peut-être d'autres mauvaises notes et que vous fassiez au bout d'un moment un rapprochement. Chaque fois que j'ai ce comportement, il se passe ça. Même comme un enfant. Chaque fois qu'il se met les doigts dans la portière, il se fait mal. Bon, la première fois, il se dit juste c'est pas de chance. Et la deuxième fois et la troisième fois, il finit par comprendre. Donc peut-être qu'il faut que c'est produit une première fois et que ça risque de se reproduire encore quelques fois avant qu'on ait globalement toute l'humanité, et non plus pays par pays, une sorte de conscience écologique. D'ailleurs,
je considère que les écologistes ont fait beaucoup de mal à la cause écologiste parce que précisément ils l'ont politisé. Il y a un moment, ça devrait être une évidence pour tout le monde. Il ne devrait pas y avoir un parti écologique. Tous les partis doivent avoir intérêt à ce qu'on laisse une planète propre pour nos enfants. Parce que ça voudrait dire sinon qu'il y a un parti anti-écologique, donc un parti polluant. Or, pour l'instant, accaparer la cause écologique à un seul groupe politique, ça me semble une grave erreur. Il faudrait, au contraire, c'est comme l'hygiène. L'hygiène, il n'y a pas un parti pour se laver sous les bras. C'est vrai. Pour se laver les dents. Ouais. Donc, je ne vois pas pourquoi il y a un parti pour ne pas salir la nature. Voilà. Et du coup, en plus, je crois que les écologistes se sont fourvoyés dans des combats politiques qui n'avaient plus rien à voir avec l'écologie. Et maintenant, on ne sait plus très bien ce qu'ils défendent. Donc, il faudrait peut-être inventer un nouveau parti, donc plus écologiste, mais on pourrait dire de respect de la planète, tout simplement, et de respect des prochaines générations. Vous parliez des enfants, des plus jeunes. Vous êtes parrain d'un concours d'écriture avec l'UNICEF, Oui. hein, qui invite les plus jeunes, et avec le livre de poche, qui invite les plus jeunes à envisager un peu le monde de demain. Expliquez-moi un peu le principe de ce concours. Alors, c'est Livre de poche et UNICEF qui m'ont proposé de parrainer ce concours. C'est une manière de proposer aussi aux gens d'utiliser leur propre imaginaire pour inventer un monde meilleur. Je crois que tout ce qui nous est arrivé de bien a été inventé par l'imagination de nos ancêtres, et tout ce qui va arriver de bien aux générations suivantes va venir de bonnes idées qui émergent maintenant. Donc, chaque fois que j'ai l'occasion de soutenir la création imaginaire de la part notamment des jeunes, je le fais. Donc, quand l'UNICEF m'a parlé de ça, évidemment, j'ai dit peut compter sur moi. Maintenant, je crois que c'est aussi une époque où on doit réfléchir à la solidarité. Avant, il y avait l'idée tout pour soi-même, cette idée dans les périodes de crise, de vouloir accumuler le maximum de choses pour soi et envie d'avoir de la sécurité dans les problèmes, dans les périodes de problèmes politiques et économiques qui vont arriver. Et au contraire, je crois que maintenant, c'est dans ces périodes de crise qu'il faut réfléchir à inventer une nouvelle forme de solidarité. Mais là encore, ça va se faire, comme la conscience écologique réelle, ça va se faire lentement. Et j'espère que ce prix participera, ça sera la petite goutte d'eau qui participera à faire monter le niveau général, en tout cas de solidarité planétaire. Vous disiez que sans doute des dizaines, des centaines de romans allaient sortir sur le thème de confinement. Malgré tout, c'est pas mal si ça pousse les gens à écrire cette période, non ? Ah, si ça réveille la créativité, moi je crois que tous les gens qui écrivent se font du bien. Après, tout le monde ne peut pas être publié, c'est la grande difficulté. Mais déjà, raconter ce qu'on ressent, inventer une histoire avec des personnages, ça oblige à ordonner sa pensée. Moi, je donne beaucoup de masterclass. Là, d'ailleurs, jeudi prochain, à 16h, j'ai fait un Facebook Live de masterclass pour aider les gens à accoucher de leur projet romanesque. Je crois qu'une personne qui écrit est une personne qui va être plus heureuse. Et j'ai même vu une étude où les gens qui écrivent ont une meilleure santé que les gens qui n'écrivent pas, ce qui montre bien que c'est une manière de faire le point. C'est une forme de méditation, mais au lieu qu'on subisse, par exemple, le guidage d'une voix extérieure, on se met soi-même dans un état de transe avec sa propre créativité, ses propres personnages, ses propres décors. Et plus il y aura de gens qui écrivent, plus il y aura de gens qui lisent, moins il y aura de guerre, moins il y aura de violence et plus il y aura de réflexion. Tous les livres ne sont pas bons, toutes les réflexions ne sont pas bonnes, mais déjà, l'idée de faire le point sur ce qu'on pense et ce qu'on a envie de raconter, ça nous oblige à penser mieux. Voilà. Je pense à l'écritothérapie comme une forme de manière d'être mieux dans sa vie. Oui, vraiment. Je crois, mais comme les gens qui jouent de la musique, si vous jouez de la musique ou si vous peignez, vous allez être mieux dans votre vie, tout simplement parce que vous faites sortir ce que vous êtes vraiment vous. En fait, le terme, c'est expression. Vous faites sortir la pression intérieure à l'extérieur. Donc, l'expression créative fait forcément beaucoup de bien aux gens, surtout en cette période de confinement. Alors, c'est marrant parce que vous me dites que
que écrire, ça fait du bien. Moi, le titre du podcast, c'est Les gens qui lisent sont plus heureux. Alors, la lecture dans cette période, et j'allais dire la lecture en général, est-ce que vous êtes d'accord? Je pose la question à tous mes invités. Est-ce que les gens qui lisent sont plus heureux, Bernard? Je crois que les gens qui lisent sont plus heureux, tout simplement parce qu'ils ne sont pas coincés dans l'espace-temps de la matière. Dès le moment où vous ouvrez un livre, il y a le processus d'évasion de l'esprit qui se met en marche. Vous commencez à voir les personnages, vous commencez à voir les décors, vous êtes ailleurs. Et le fait de ne pas être coincé, que ce soit dans son corps, ou que ce soit dans sa vie, ou donc que ce soit dans son appartement ou dans son travail, nous oblige forcément à trouver d'autres repères et nous oblige forcément à être mieux dans notre peau. Les gens qui ne lisent pas ou les gens qui n'écrivent pas, ils doivent se contenter de leur propre vie. Et au bout d'un moment, c'est forcément limité. Et il y a forcément des choses qui doivent être agaçantes. Tandis que quand vous lisez, par exemple, le Comte de Monte Cristo, tout d'un coup, vous êtes projeté dans une autre époque, vous êtes avec une autre problématique, et au bout d'un moment, la problématique qui arrive au Comte de Monte Cristo devient plus importante que votre problématique. Donc, ça relativise vos problèmes. Ça relativise les problèmes, ça crée un phénomène d'évasion. On circule dans le temps et dans l'espace. C'est une machine à voyager dans le temps et c'est une machine à explorer des mondes nouveaux. Donc, c'est un outil pour rendre sa pensée beaucoup plus large. Et rien que pour ça, évidemment, je crois que les gens qui lisent sont plus heureux. Et les gens qui écrivent aussi. Bernard, je vais matérialiser une situation qui a dû vous arriver des dizaines de fois. Vous êtes allez, dans un train ou dans un avion, quelqu'un est assis à côté de vous, vous vous demandez l'un l'autre ce que vous faites dans la vie, vous lui dites que vous êtes écrivain et cette personne vous dit « Ah non, moi je lis jamais ». Qu'est-ce que vous faites? Ça vous est déjà arrivé, non? Alors, d'abord, ça dépend sur le temps sur lequel la personne dit moi je ne lis jamais, si c'est une conviction politique ou c'est je suis incapable parce que j'ai mal aux yeux ou j'arrive pas à me concentrer, Ouais. donc je ne vais pas insister. Mais si la personne est dans la demande de allez-y, donnez-moi des arguments pour me redonner le goût de la lecture, ce que je vais faire, c'est que je vais lui conseiller de lire des recueils de nouvelles. Parce que pour les gens qui ne lisent pas, démarrer par des petites histoires est une manière progressive de rentrer dedans. Il y a des gens qui ont peur quand ils voient un roman 500 pages ou plus. Ils se disent « Oh là, ça va être encore 7 heures à tourner les pages, ça va être pénible. » Mais quand ils lisent des nouvelles, ils peuvent boucler. On peut lire une nouvelle sur un trajet de métro ou sur un trajet d'avion. Donc, on est plus facilement dedans et on sait plus rapidement si ça nous plaît ou ça ne nous plaît pas. Donc pour moi, la nouvelle me semble le moyen de donner le goût de la lecture à ceux qui l'ont perdu ou ceux qui ne l'ont jamais eu. Et fréquemment, j'essaie de sortir un recueil de nouvelles. Donc là, j'en ai sorti 2, L'Arbre des possibles et Paradis sur mesure. Et j'écris tous les jours une nouvelle parce que la nouvelle, c'est la dimension ludique de l'écriture et de la lecture. Une nouvelle, c'est comme une grande blague. La blague, d'ailleurs, pour moi, c'est une mini-nouvelle. Et il y a des nouvelles qui font 10 lignes. Moi, notamment, je me rappelle, il y a un recueil de nouvelles que j'avais adoré qui s'appelle Fantômes et Farfafouilles de Frédéric Brown. Et une nouvelle, elle fait 20 lignes. En 20 lignes, ça va. Même une personne qui n'a pas envie de lire, elle va voir que ça fonctionne. Et cette nouvelle, d'ailleurs, de 20 lignes, a une fin extrêmement surprenante. Il y a un suspense et il y a une fin surprenante. Je crois qu'elle s'appelle NIF, N-I-F. Ça m'avait frappé qu'on peut faire des nouvelles très petites. Et c'est un moyen de redonner goût progressivement à la lecture. Vous savez, j'allais dire, c'est un peu comme un sportif qui aurait eu un accident qui fait qu'il n'a plus envie de faire du sport, qui s'y remet progressivement par petites étapes et par petites sections, et puis il va retrouver le goût d'aller faire des grands trajets, des grandes épreuves. Bernard, les librairies vont rouvrir le 11 mai, normalement, sauf changement entre-temps. Ils m'ont apporté une information, je sais. A priori. Est-ce que c'est une bonne chose? Ah oui, de toute façon, là, je crois qu'il y a beaucoup de libraires qui ont souffert sur cette crise du coronavirus, et il faut les aider. Et la meilleure manière de les aider, ça consiste à aller dans les librairies acheter des livres. C'est très simple. Et puis, je crois aussi au Salon du Livre et à tous les événements littéraires qui permettent aux lecteurs de rencontrer les auteurs. Pour ma part, chaque année, je fais une sorte de
de tour de France des salons du livre. C'est une occasion déjà de découvrir de nouveaux décors et de rencontrer mes lecteurs et de leur permettre aussi de discuter un peu avec moi sur les salons. Et je crois que les salons du livre, les libraires, c'est des causes à défendre. Et puis aussi donner le goût aux jeunes à lire des livres. Et pour donner le goût aux jeunes à lire des livres, il faut leur proposer non pas des livres avec des phrases très longues et des thèmes nombrilistes, mais des livres imaginaires avec beaucoup de créativité. C'est aussi pour ça que je parraine le prix d'UNICEF. Et c'est aussi pour ça que j'essaie de défendre la cause de la littérature fantastique et de science-fiction, qui en France est malheureusement pas assez développée et mise en valeur. C'est vrai. Et alors, est-ce que ça ressemble un peu de la science-fiction? Est-ce que vous vous imaginez faire des séances de dédicaces dans les semaines qui viennent avec des masques, avec un masque et des gants? C'est un peu... J'y avais pas pensé, je vous avouerai. Mais pourquoi pas du moment qu'on rencontre les lecteurs, ça se passe dans le regard plus que dans le nez et dans la bouche. Ouais. Donc, le fait d'avoir un masque qui cache le bas du visage, ça change rien. C'est les yeux vraiment qui sont le miroir de l'âme où ça connecte avec les autres êtres humains. Donc c'est pas très grave. Dans les pays asiatiques que vous connaissez bien, hein, Bernard, le port du masque, il est assez banal, c'est presque quotidien, non? Oui, d'ailleurs je me rappelle au début quand on a vu que les Japonais avaient des masques, on pensait que c'était à cause de la pollution, et non, en fait, c'est une politesse pour, quand ils éternuent, ne pas transmettre les maladies. Et ça, c'était déjà dans les années 80. Oui, c'est vrai. C'était pas encore répandu chez nous, ça me semblait une curiosité typiquement asiatique. Oui, moi, je vois, même, vu que je vais chaque année en Corée, je vois beaucoup de gens qui portent des masques dès le moment où ils ont des rhumes pour pas le transmettre. Ça m'a l'air une forme de politesse. Vous pensez que les Français les Latins, de manière générale, vont se mettre au port du masque facilement? Facilement. Je crois que déjà, le fait qu'il suffit de descendre dans la rue et voir tout le monde qui porte un masque, ça montre qu'on a intégré ce nouveau réflexe qui n'existait pas avant. On a admis que ça fait partie d'une normalité. Pour le reste, oui, je pense que les gens, en tout cas, vont se laver plus les mains et mettre plus facilement des masques quand ils sont enrhumés. Rien que pour ça, c'est déjà une évolution intéressante. Ok, merci beaucoup Bernard pour ce petit moment. Je vous dis à bientôt avec un masque ou sans masque dans le monde réel. Oui, et bon confinement à vous et à tous les gens qui nous écoutent. Je crois que c'est quand même l'occasion aussi de faire le point sur sa propre vie, se dire tiens, jusqu'à cet instant un peu historique, où on en est, qu'est-ce qu'on a fait et est-ce qu'on peut pas faire mieux et changer certains de ses comportements pour que ça soit plus en accord avec ce qu'on est vraiment. Voilà. En tout cas, c'est un moment de méditation, c'est certain. Ça marche. Merci beaucoup. À bientôt, Bernard. Merci. Au revoir. C'est la fin de cet épisode. Je vous invite à le liker, à le partager et tout simplement à en parler avec d'autres passionnés de lecture comme vous. Tous les épisodes précédents sont disponibles sur les plateformes de téléchargement et sur la page spéciale qui lui est consacrée sur lci.fr. Les gens qui lisent sont plus heureux, c'est aussi un compte Instagram où vous pouvez retrouver les coulisses de chaque épisode. Je vous dis à bientôt et bonne lecture!